En ce qui me concerne, ce n'est pas à moi que revient le mérite d'avoir découvert ni l'existence des classes dans la société moderne, ni leur lutte entre elles. Longtemps avant moi, des historiens bourgeois avaient décrit le développement historique de cette lutte des classes, et des économistes bourgeois en avaient exprimé l'anatomie économique. Ce que je fis de nouveau, ce fut, premièrement, de démontrer que l'existence des classes n'est liée qu'à des phases de développement historique déterminées de la production. Deuxièmement, que la lutte des classes conduit nécessairement à la dictature du prolétariat. Troisièmement, que cette dictature elle-même ne constitue que la transition à l'abolition de toutes les classes et à une société sans classe. Au sein d'un ordre social communautaire, fondé sur la propriété commune des moyens de production, les producteurs n'échangent pas leurs produits. De même, le travail incorporé dans des produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce n'est plus par la voie d'un détour, mais directement que les travaux de l'individu deviennent partie intégrante du travail de la communauté. L'expression produit du travail, condamnable même aujourd'hui à cause de son ambiguïté, perd ainsi toute signification. Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste non pas telle qu'elle s'est développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste. Une société par conséquent qui, sous tous les rapports, économiques, moraux, intellectuels, porte encore les stigmates de l'ancienne société, les flancs de laquelle elle est issue. Le producteur reçoit donc individuellement, les défalcations une fois faites, l'équivalent exact de ce qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail. Par exemple, la journée sociale de travail représente la somme des heures de travail individuelles. Le temps de travail individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée sociale de travail, la part qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail, défalcation faite du travail effectué pour les fonds collectifs. Et avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de consommation autant que coûte une quantité égale de son travail. Le même quantum de travail qu'il a fourni à la société sous une forme, il la reçoit d'elle en retour sous une autre forme. Le droit égal est donc toujours ici dans son principe, le droit bourgeois, bien que principe et pratique ne s'y prennent plus aux cheveux. Tandis qu'aujourd'hui, l'échange d'équivalents n'existe pour les marchandises qu'en moyenne et non dans le cas individuel. En dépit de ce progrès, le droit égal reste toujours grevé d'une limite bourgeoise. Le droit du producteur est proportionnel au travail qu'il a fourni. L'égalité consiste ici dans l'emploi du travail comme unité de mesure commune. Mais un individu l'emporte physiquement ou moralement sur un autre. Il fournit donc dans le même temps plus de travail, ou peut travailler plus de temps. Et pour que le travail puisse servir de mesure, il faut déterminer sa durée ou son intensité, sinon il cesserait d'être unité. Ce droit égal est un droit inégal pour un travail inégal. Il ne reconnaît aucune distinction de classe parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre. Mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dons individuels et par suite de la capacité de rendement comme des privilèges naturels. C'est donc dans sa teneur un droit fondé sur l'inégalité comme tout droit. Le droit par sa nature ne peut consister que dans l'emploi d'une même unité de mesure. Mais les individus inégaux, et ce ne seraient pas des individus distincts s'ils n'étaient pas inégaux, ne sont mesurables d'après une unité commune qu'autant qu'on les considère d'un même point de vue, qu'on ne les saisit que sous un aspect déterminé. Par exemple, dans le cas présent, qu'on ne les considère que comme travailleurs et rien de plus, et que l'on fait abstraction de tout le reste. D'autre part, un ouvrier est marié, l'autre non. L'un a plus d'enfants que l'autre, etc. À égalité de travail, et par conséquent,
à égalité de participation au fonds social de consommation. L'un reçoit donc effectivement plus que l'autre. L'un est plus riche que l'autre, etc. Pour éviter tous ces inconvénients, le droit devrait être non pas égal, mais inégal. Mais ces défauts sont inévitables dans la première phase de la société communiste, telle qu'elle vient de sortir de la société capitaliste, après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être plus élevé que l'état économique de la société et que le degré de civilisation qui y correspond. Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu la servissante subordination des individus à la division du travail, et avec elle l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital, quand avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi, et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé, et la société pourra écrire sur ses drapeaux « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ».